Who has seen the wind? Christina Rossetti. Eh bien écoutez, bonjour, nous voilà de nouveau sur le pont de Tadon. Il y a quelque temps on y était déjà. Alors pourquoi nous sommes là? C'est que nous avons envie de faire un peu un reportage vidéo qui va permettre d'aborder certains termes techniques. Donc le premier objectif, c'est de faire une certaine vulgarisation technique pour que les gens s'approprient un certain nombre de dossiers, et puis de mesurer les enjeux, qui soient la démolition-reconstruction ou la réparation. Pardon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre sous le pont pour se rendre compte d'un certain nombre de problèmes techniques, et puis nous remonterons ensuite sur le pont pour préciser quelques éléments. Donc à tout à l'heure sous le pont. Alors voilà, nous sommes maintenant plutôt sous le pont de Tadon, comme on a dit tout à l'heure, et on va pouvoir préciser quelques termes techniques. Par exemple, sur ma droite, on a en général ce qu'on appelle, quand on démarre un ouvrage, ce qu'on appelle un appui, qui est la culée du pont. C'est-à-dire côté Tadon, on a une culée qui va le démarrage du pont, et côté La Rochelle, on aura donc le même principe. Ensuite, quand on regarde à droite, nous avons ce qu'on appelle des appuis intermédiaires, qu'on appelle des piles. Et les piles, forcément, elles sont plus ou moins hautes, plus ou moins costauds. Ensuite, quand on regarde la distance qu'il y a entre la culée et la pile, on a une certaine longueur. Ça s'appelle la travée ou la portée de l'ouvrage. Ici, à 1 mètre près, on doit avoir autour de 57 mètres. Ça veut dire qu'on a 3 travées de 56-57 mètres, ce qui fait que le pont, de façon à peu près, fait 180 mètres de long, ce qui est quand même un bel ouvrage, en 3 travées. Ensuite, donc on verra que ça, c'est quand même une condition technique importante. Ensuite, quand on regarde un pont, on a la hauteur entre le dessous du tablier et le sol. Cette hauteur entre le sol et le tablier, c'est ce qu'on appelle le tirant d'air ou le gabarit, c'est-à-dire que c'est ce qui va conditionner le passage des camions, des véhicules ou du chemin de fer sous le pont. Donc ici, il paraît difficile de diminuer le gabarit parce qu'on a des contraintes. Peut-être on peut l'augmenter, mais on verra que c'est pratiquement impossible. Donc on a une constante à respecter. Ensuite, si on regarde l'ouvrage, cet ouvrage, il est fait, bien sûr métallique. Il a 2 grandes poutres latérales. Les grandes poutres latérales, c'est celles qui sont en forme d'arc et qui supportent le pont. On appelle ça, en termes techniques, un pont bowstring. C'est comme ça, c'est défini comme ça. Donc on voit, c'est une forme, un arc, et c'est ce qu'on appelle les poutres latérales, les poutres maîtresses. Ensuite, les 2 poutres maîtresses, donc on a de part et d'autre, on voit sous le pont, on a des poutres transversales. Voilà, on voit très bien, elles sont très costauds, très solides. Et ces poutres latérales, elles permettent de supporter le tablier béton. Et elles font bien sûr une certaine, là actuellement on doit avoir 70 à 80 cm, en gros. Donc c'est ce qui va supporter le tablier béton. Alors quelles sont les contraintes qu'on pourrait avoir sur un pont comme ça? Donc on a vu les gabarits. Les travées, parce que si on conserve les piles, on est tenu par l'existant. Et il y a une autre chose qui est importante, c'est ce qu'on appelle le profil. Aujourd'hui, on a donc une montée du pont côté Tadon et une montée du pont côté La Rochelle. Et on est conditionné par la hauteur, ce qu'on appelle le profil longitudinal. Bon, pourquoi? Parce que si on refait quelque chose, je vois mal à 20 cm près
Je vois mal, par exemple, côté Tadon, monter la rampe de 1 mètre de plus. Paraît difficile. Donc on va être obligé un peu de respecter l'existant. Si on respecte l'existant, bah forcément ça conditionne éventuellement un futur ouvrage. Nous sommes donc sous le tablier béton et on constate en regardant l'état du pont, du tablier, on voit des ferrailles apparaître et ça a été le problème qu'on a rencontré de chute de béton qui a posé des problèmes avec la SNCF. Bon, le problème c'est que s'il y a eu des chutes de béton, c'est parce que il y a une carence qu'il faut dénoncer, carence des institutions qui n'ont pas fait le nécessaire en termes d'entretien et de vérification. On n'aurait jamais dû attendre que les blocs de béton tombent, on pouvait parfaitement les réparer avant. Bon, c'est fait, mais n'empêche que ça traduit une carence générale. Alors ensuite, si on veut établir un diagnostic complet, il paraîtrait assez logique de casser le tablier béton, ça va poser des problèmes, mais bon, c'est comme ça, qui permettrait, on le voit ici, de faire un diagnostic complet parce qu'on aura dégagé toutes les pièces métalliques de l'ouvrage. Et donc, on pourra parfaitement évaluer ce qui ressort et qui est en bon état. On voit qu'il y a des pièces, elles sont solides, et d'autres qui forcément, il faudra peut-être changer. Donc ça permet de faire une évaluation stricte. Et l'avantage de casser c'est qu'on va alléger l'ouvrage. Si on allège l'ouvrage, ça veut dire que si on le répare, il est beaucoup plus facile de faire des étaiements provisoires, puisque le pont n'est plus que sous poids propre, il n'a plus du tout à supporter des charges, et donc ça facilite le travail. L'avantage de garder les poutres transversales, c'est qu'on peut créer un appui pour des passerelles provisoires piéton-vélo. Passerelles qui d'ailleurs pourront servir au moment de l'exécution des réparations. Et donc, la première chose qu'il faudrait faire, c'est faire un appel d'offres pour casser ce béton. Si un jour il faut refaire le béton tablier en béton, on sait qu'il y a aujourd'hui des tabliers béton, des bétons allégés. C'est-à-dire qu'avec même résistance, le béton étant beaucoup moins lourd, donc il joue sur quand même le poids lié et les structures et les contraintes. Donc ça, il faut l'intégrer, c'est une possibilité. Après, on verra. Alors, allez, bon. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va être obligé bien sûr de remonter sur l'ouvrage, mais déjà on peut se rendre compte d'un certain nombre de choses. C'est qu'en général sur ces ouvrages, on le voit, les pièces métalliques sont reliées entre elles non pas par de la soudure, parce que c'était pas l'époque, mais par des goussets et des rivets. Donc même si les rivets paraissent rouillés, ils sont pas forcément tous en mauvais état. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a quand même des pièces extrêmement solides, qu'il suffirait de décaper, traiter, éventuellement ressouder, enfin faire quelques pièces de renforcement qui ne vont pas, je veux dire, alourdir l'ouvrage. Donc on voit bien que là, sous l'ouvrage, il y a quand même des éléments extrêmement solides et faciles à réparer. On va donc monter sur l'ouvrage pour regarder ce que je veux dire, les points sensibles qui jouent sur la résistance de l'ouvrage pour voir dans quel état ils sont et faire la part des choses. Hein. Une impression générale sur le dessous là. Alors l'impression générale, si on regarde ici, comme on regarde l'autre travée, bah franchement, oui, il y a de la rouille, c'est spectaculaire, mais franchement, on voit bien qu'il y a des poutres extrêmement solides, qui ont été d'ailleurs protégées des intempéries par le béton. Et vous voyez par exemple dessous ici, bon, ok c'est rouillé, mais si on sable et qu'on repeint et que peut-être on renforce un petit peu, c'est pas des techniques très compliquées, il n'y a pas de souci quoi. Hein. Alors ce qu'on peut dire aussi qui peut poser problème, vous voyez, ce sont ce qu'on appelle au fond les appuis. Les appuis du pont, ce sont des rouleaux qui permettent au pont, avec la dilatation, un petit peu de se faire. Mais ça
c'est des réparations classiques parce que d'une part, on peut vériner, si on l'allège, on peut mettre des vérins, le soulager un peu et accéder donc à la réparation. Tout ça pour dire qu'il n'y a rien de compliqué dans cette affaire. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Et donc moi, mon sentiment, c'est que oui, c'est spectaculaire, mais les dessous du pont, d'une façon générale, il n'est pas si en mauvais état que ça. Et ça, c'est facile à apprécier. Par exemple, si je guide ici, là, vous voyez, on voit des goussets. Bon, ben on voit bien que les têtes de rivets sont en bon état. Alors, peut-être pas partout, mais enfin, si on regarde dans l'ensemble, c'est pas si catastrophique que ça. Alors, je suis d'accord que c'est peut-être sur le dessus, exposé aux intempéries, qu'il y a un peu plus de dégâts, mais voilà, il faut faire la part des choses. Oui, alors pendant qu'on est dessous et avant de passer sur le pont, on peut déjà ici regarder plusieurs choses. D'abord, les contraintes sont liées à la SNCF avec, vous voyez, les protections au niveau des supports électriques pour le TGV. Ensuite, on voit qu'on a des canalisations ici. Alors, on sait qu'on a le gaz, on a peut-être l'eau usée, on sait qu'on verra, il y a un câble électrique. Donc, comment on va régler ce problème si on casse tout? Donc, une question, hein, on attend les réponses. Ensuite, la question qui s'est posée, on a entendu des choses un petit peu aberrantes. Quand bien même on garderait le pont, il n'est pas du tout impossible de faire des passerelles latérales en encorbellement pour faire passer des piétons ou des vélos. On a tout à fait la possibilité. D'ailleurs, il y a un exemple d'un ouvrage comme ça sur la Loire où on l'a réparé et on a mis de part et d'autre de l'ouvrage en encorbellement des supports pour faire des passages vélos et piétons. Donc je veux dire, techniquement, rien ne s'y oppose. Mais en même temps, quand on regarde la largeur du pont, on verra tout à l'heure, honnêtement, je pense qu'il y a la place pour faire vélo, piéton et les bus. Donc il faut qu'on arrête de se poser des faux problèmes aussi. Hein. Mais c'est possible, voilà, techniquement c'est possible. Mais il y a du travail. Oui, ben nous voilà donc sur le pont. On va pouvoir préciser quelques éléments. Évidemment, des pièces qui ont été beaucoup plus exposées aux intempéries que le dessous du tablier. Alors, évidemment, on est un peu sous le vent. Les haubans vont siffler, mais bon, on va faire avec. Alors, donc dans les ouvrages et la résistance d'ouvrages comme ça, on a dit qu'il y avait des points clés. Les points clés, on le voit ici, ce sont les jonctions des poteaux avec les poutres, la poutre maîtresse, et on voit bien que ça fonctionne avec des rivetages, avec forcément des points de rouille, mais bon. Et ce qui est important, c'est ce qu'on va voir en bas, qui est donc la jonction des poteaux avec les poutres et les diagonales que l'on voit ici. Donc on voit effectivement les rivetages. Quand on regarde de près, on voit quand même qu'il y a des gens qui n'ont pas fait leur travail d'entretien, puisque les gravats qu'on voit ici, ce sont des points d'humidité qui contribuent à rouiller l'ouvrage, qui auraient dû être normalement nettoyés très régulièrement et qui sont normalement à la charge de ceux qui gèrent la voie. Donc il y a eu des carences très fortes. Donc on voit effectivement qu'il y a quelques points de rouille, mais on voit quand même globalement que les goussets, c'est du costaud. Donc ça veut dire qu'effectivement on peut avoir des choses à réparer, mais c'est pas catastrophique. Et on verra que beaucoup de points sont comme ça. Alors, un pont comme ça, on voit qu'il y a ce qu'on appelle des jambes de force. Des jambes de force et des diagonales. C'est ce qui assure le contreventement d'ouvrage. On voit que ce sont des poutres reconstituées en cornières et plats avec forcément des rivets. Et donc, quelque part, évidemment, la rouille a pu se mettre un petit peu entre les deux. On va demander à la télévision de nous regarder ça, par exemple. On voit ici que, là, évidemment, la rouille s'est mise entre les deux. Bon. Pour autant,
Ce ne sont pas des poutrelles, il y en a qui sont beaucoup plus légères que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on fait de la réparation, on est à même de réparer ces pièces en les démontant, les envoyer en atelier et les réparer. Ou alors de faire des pièces neuves pour les changer. Donc c'est pas un super gros travail. On fait sauter les rivets, on traite et puis on recommence. Et quand c'est trop difficile, on peut changer la pièce. Bon, pourquoi pas, ça s'est fait de façon assez courante. Alors évidemment, c'est toujours un peu spectaculaire, mais pas impossible. Alors on va aller voir l'état d'autres goussets pour se rendre compte que finalement, je sais pas, je suis un peu surpris parce qu'on s'aperçoit quand même que dans l'ensemble, les rivets en place sont quand même assez en bon état. Même si quelque part il y en a quelques-uns, c'est pas par exemple une cornière comme ça, bah, on peut la démonter avec un étaiement provisoire et puis la refaire et refaire des rivets. C'est pas simple, mais c'est pas impossible, loin s'en faut. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Alors on va aller voir quelque chose aussi. Alors à mon avis, c'est peut-être le point le plus délicat, mais pas impossible. C'est effectivement, on voit que ici, la rouille s'est mise entre les deux. Et donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à réparer, il faut être honnête, mais on peut faire des étaiements provisoires et puis réparer l'ouvrage. Bon, c'est une contrainte, mais je veux dire techniquement, voilà, c'est pas du tout impossible. D'ailleurs, est-ce que la rouille est vraiment profonde? Alors, après, il faut tester, effectivement, il faut tester, enlever quelques pièces pour voir l'état général dessous. Si c'est juste à piquer, on peut remettre les ferrailles. S'il faut, ben, on remet une ferraille neuve. Bon, c'est pas... Après tout, si on faisait un ouvrage d'art, un ouvrage neuf, on ferait la même chose. Bon. Le sentiment, c'est quand même surtout sur les premiers centimètres que c'est mauvais. Oui, non, mais après, il y a des techniques. Mais ça, il faut demander à des entreprises spécialisées. Il y a des résines, bon, après peut-être l'ouvrage, il faudrait voir s'il y a des soudables, s'il peut être soudable par endroit. Parce que sur cet ouvrage, par exemple, on fait une parenthèse, c'est un ouvrage qui a été peint, il n'est pas du tout impossible que la peinture contienne du plomb. Donc ça veut dire que dans la réparation, la destruction, il va falloir intégrer que si on sable et autres, il faut récupérer les poussières de plomb. Je peux vous dire qu'il faut faire du confinement, ça commence à être compliqué et ça coûte cher. Donc ça, il va falloir dans le diagnostic savoir si effectivement les premières peintures qui ont été faites à l'époque ne contiennent pas du plomb. Et ça, il faut que le diagnostic puisse l'établir, évidemment. Donc vous voyez l'importance du diagnostic. Et il ne suffit pas de dire, quand bien même on le casserait, et ben si on le casse et qu'il y a du plomb, il faudra traiter. Donc il faut l'intégrer tout ça. Voilà ce que je veux dire. Alors on va aller voir d'autres goussets pour se rendre compte. Et les diagonales, bon on va pas regarder tout en détail, mais c'est pour se donner une idée. Hein, d'accord ? Si on regarde par exemple une diagonale, un contreventement comme ça, on voit quand même que bon, c'est une structure relativement légère, c'est pas la grosse section, et que on comprend que soit on le répare, soit à la limite on le démonte. Et il est facile de faire une pièce neuve. Et donc de venir le changer sans que ça pose un gros problème. C'est comme les entretoises qu'on va voir supérieures, là-haut. C'est très facile de les enlever, d'en préfabriquer en atelier et de venir les changer. Bon, c'est un peu le b.a.-ba du boulot. Hein, y a pas de difficulté majeure. Et donc ces diagonales ou ces contreventements, on voit quand même que c'est pas des gros profilés. Alors les poteaux effectivement sont plus épais, plus costauds, mais ça paraît pas, c'est pas une difficulté parce que tous les ponts qui ont été rénovés, c'est souvent on a changé ces diagonales ou ces contreventements de façon très facile. Donc on peut faire la même chose ici. Alors on va aller voir encore sans doute 2 ou 3 goussets pour se faire un peu une évaluation générale. Et on avance. Alors tiens, voilà. On peut regarder là aussi, vous voyez, en bas les jonctions
des diagonales avec les poteaux et on voit bien que ce sont des goussets rivetés hautes. Alors, même s'il y a quelques points de rouille, honnêtement, c'est quand même pas catastrophique. Là encore, on constate les zones d'humidité par manque d'entretien. Ça, c'est quand même de la responsabilité de ceux qui devaient s'occuper de la voirie. Donc ça, c'est grave. Voilà, donc si on regarde pas mal de goussets comme ça, là encore, si on continue, vous voyez que bon, on a quand même dans l'ensemble, on voit bien que les têtes de rivets sont quand même pas en mauvais état. Et donc, si on parcourt l'ensemble de l'ouvrage, il y a certainement des endroits un peu plus détériorés, mais enfin, bon, c'est pas forcément catastrophique. Bon, donc, on va aller voir un appui, là, tiens, on va aller voir ici. Tiens, même chose ici, là. Regardez, bon, à part l'entretien, je vous fais pas... Vous pourrez vous rendre compte, mais si on regarde le gousset qui est ici, désolé, bon, il y a quelques points, mais c'est pas dramatique, quoi. Même si c'est spectaculaire. Alors on va regarder plutôt au niveau des appuis, les bouts de poutre. Ouais, vous voyez, bon, il y a même de la fougère, c'est beau. La nature en ville. Ah mais c'est vrai, c'était un pont écolo avant l'âge. Hein. Non mais on se rend bien compte quand même que, enfin, faut pas rigoler quoi, mais il y a eu quand même on pourrait quand même s'interroger sur la responsabilité des uns et des autres derrière les discours qu'on entend, parce que moi je veux bien que le pont appartienne pas et autres, mais il y avait des obligations qui sont inscrites dans la législation qui auraient dû être faites. Bon, on a quand même, on va pas faire de procès, mais bon, il y a quand même des choses à dire. Je suis désolé, c'est pas histoire de critiquer pour le plaisir, c'est qu'il y a eu des manquements graves. Et ça, je suis obligé en tant que citoyen de le dénoncer, et on pourra prouver qu'il y a eu des manquements graves malgré les problèmes de propriété ou pas de propriété. Bon, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut dénoncer. Après, chaque citoyen se fera sa propre opinion. Moi, je ne suis pas là pour dire ce que les citoyens doivent penser, mais on est là pour les éclairer. C'est l'objectif aussi de ce reportage. Donc, on va voir les appuis, et puis je pense qu'on terminera peut-être là-dessus. Alors évidemment, là, on constate que c'est un point un peu essentiel. On voit, il y a beaucoup de pièces qui arrivent au même endroit. Ce sont les appuis, puisqu'on est la pile est juste en dessous. Et effectivement, bon, il y a quand même de la tôle et de l'épaisseur. Mais effectivement, on a effectivement des réparations à faire. Mais j'ai envie de dire, c'est une fois qu'on a sablé l'ouvrage qu'on peut y voir clair. Parce que jusqu'où la rouille va, on ne sait pas trop, pardon. Et puis voilà, il faut que ça soit accessible. Alors tiens, j'en profite aussi pour dire, puisque soi-disant que la ville n'avait pas de responsabilité, que ce n'est pas propriétaire, on voit qu'ici il y a des joints de chaussée, joints de trottoir. Il faut savoir qu'en 2013, la ville a passé un marché public en son nom, pour changer ses joints. Donc je veux bien qu'on dise je suis pas propriétaire, que j'aurai que la voirie à entretenir, mais enfin bon, et je voudrais bien savoir quelles sont les conventions qui ont été passées, qui a signé quand on a passé les eaux usées, le gaz et le câble électrique qui est là-bas. Donc vous voyez que on aurait quand même pas mal de choses à dire. Donc voilà, alors j'ai envie de dire tout simplement pour finir, j'espère que l'objectif qu'on a visé, qui était d'apporter un petit peu, disons un peu un éclairage pour que les citoyens comprennent un peu mieux les enjeux. C'est vrai qu'il y a le côté spectaculaire de la rouille, ça se comprend et autres, mais il faut réagir à un moment donné un peu professionnellement, de faire la part de ce qui est spectaculaire et de la part de ce qui pose vraiment problème. La conclusion, c'est qu'on entend des choses très simples sur cet ouvrage, par exemple de dire on va faire un pont en haubans. Bon, j'ai pas envie de rigoler, mais presque, parce que un pont à haubans on en fait, pas de problème, on peut tout faire.
Ça pose des contraintes, comme j'ai dit, d'ancrage. C'est-à-dire qu'il faut faire des piles, des fondations. Il y a le problème, on a dit, du profil. Donc est-ce que en faisant un pont en banc, on va pouvoir faire un tablier très plat? Il faut quand même un petit peu réfléchir, c'est pas sûr du tout. Et puis, on veut revenir un peu à l'esthétique du pont. Parce qu'on voit bien quand même que les Rochelais sont sensibles. Moi, mon impression, c'est qu'on est presque condamné, si on veut garder les piles et les contraintes, pratiquement obligé de refaire un pont métallique. Bon, à vérifier, mais moi je suis à peu près sûr de mon coup. Et pratiquement de refaire un peu à l'identique dans la forme. Même si c'est du soudé plutôt que du rifté. Mais je demande à ce qu'on me prouve le contraire. Et si c'est possible, c'est qu'on va casser toutes les piles. On casse toutes les piles, on en fait d'autres, on fait des impus intermédiaires. À ce moment-là, on peut trouver d'autres trucs. Mais c'est un autre enjeu. Financièrement, c'est un autre problème. Moi, c'est pour ça que je veux que tout ça soit sur la table. Et les réseaux? Et les réseaux et autres. Donc, c'est pour ça qu'on demande à participer, parce qu'il y a plein de solutions. Il faut être clair. Et qu'on arrête des espèces de grands principes avec des vérités qui ne sont pas assumées parce qu'on ne connaît pas. Donc voilà, moi je ne prétends pas connaître la vérité, je veux simplement qu'on aille plus loin dans l'analyse. Et ça, c'est dans le respect des citoyens, et aussi parce que le but, c'est de savoir ce qui va coûter le plus cher ou le moins cher. Voilà, c'est l'objectif visé. Eh bien écoutez, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci. J'espère qu'on a pu être clair. On va visionner, on va voir ce qu'il en est. Et on aura l'occasion d'en reparler quand on fera notre réunion publique à Tadon le 10 février. Et là, on pourra peut-être vous montrer qu'il y a des entreprises spécialisées qui sont capables de réparer, contrairement à ce qu'on entend. Donc voilà, on veut essayer d'y voir clair. Dans le respect des citoyens, ça me paraît essentiel. Merci en tout cas. Who has seen the wind? Christina Rossetti.